Le côté pratique, c'est si tu veux répondre à ma proposition, mais toi tu peux aussi proposer d'autres choses, d'autres moyens, d'autres idées, qu'est-ce qui te semble important pour que le député puisse être plus en phase avec ses citoyens et puisse mieux rentrer en dialogue avec eux durant le mandat, parce que moi c'est vraiment ça le sujet qui m'anime, c'est comment on reste en dialogue en cours de mandat et pas au début en période électorale et à la fin en disant voici mon bilan. Et puis j'en demande à partir pour un tour. Donc c'est vraiment comment on va interagir, et aussi je pense faire participer, je crois que c'est vraiment important faire vraiment participer les citoyens. Je crois que c'est vraiment ça, moi, qui m'anime dans mon activité politique, c'est de mettre les gens en quelque sorte en mouvement pour qu'ils soient acteurs du changement et pas seulement observateurs, désabusés, mécontents, râleurs. Mais voilà, donc c'est vraiment comment faire en sorte qu'ils se mettent en action qui leur donne sens, qui fasse sens pour eux. C'est un processus qu'on initie ici ce soir, donc il ne sera pas terminé à la fin, il n'y aura pas, oui super, crac, 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 on va dérouler, on a décidé ça, on va faire ça. Non, c'est un processus qui va être initié, mais je dirais, pour aller plus loin, c'est de dire que ce processus-là, qu'on met en place aujourd'hui concernant le mandat législatif, il va pouvoir, j'espère, vous servir dans vos communes respectives pour construire après un dialogue avec vos concitoyens pour d'autres échéances. Voilà, pour des échéances municipales ou pour d'autres échéances pour votre vie associative. Voilà, donc c'est pour vous donner quelques clés qui pourront vous servir ensuite au-delà. Il y a plein d'exemples en fait, y compris en France, en France et à l'étranger. Alors si on reste purement sur la question de l'élaboration partagée des lois, encore une fois, il y a plein d'exemples à différents niveaux selon le fait que des principes déjà institutionnels existent ou pas dans les différents pays pour faire participer les citoyens à l'élaboration des lois. En Finlande, par exemple, il y a depuis 2015 un principe d'initiative citoyenne des lois. En gros, les Finlandais peuvent mettre à l'ordre du jour du Parlement des propositions de loi issues en gros d'une super pétition. Donc si c'est 1% du corps électoral finlandais signe une proposition de texte, le Parlement finlandais est tenu de délibérer autour de la proposition issue des citoyens. Et pour accompagner la mise en œuvre concrète de ce droit, parce que parfois il ne suffit pas que le droit existe pour que véritablement on puisse s'en saisir, il y a un collectif de citoyens, plutôt du monde des hackers, qui a développé une plateforme numérique qui s'appelle Open Ministry, qui permet de faire trois choses. D'une part, qui permet aux citoyens d'élaborer ensemble le texte qu'ils veulent soumettre au Parlement finlandais, donc d'organiser en amont du Parlement une délibération collective sur les sujets qu'ils souhaitent porter, avec un système d'amendements, de votes, de commentaires en ligne, etc. Ensuite, cette plateforme, elle permet de traduire, et ça je pense que c'est peut-être une des spécificités, une difficulté en tout cas intégrée dans la réflexion, elle permet de traduire en langage législatif quelque part une initiative qui part de citoyens qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas des constitutionnalistes, qui ne sont pas des avocats. Donc en connectant avec un réseau justement de juristes, de constitutionnalistes, d'avocats qui accompagnent la traduction législative du texte. Et enfin, cette plateforme, elle accompagne la mobilisation des signatures, puisque une fois que l'idée est là, il faut qu'elle mobilise pour arriver jusqu'au Parlement. Dans les autres, je vous donne rapidement trois exemples qui vous montrent différentes dynamiques.
qui est peut-être un peu plus lié à cette idée de parlement de circonscription, en tout cas de ce qui peut se faire en physique. Je pense que vous avez tous entendu parler de la réécriture de la Constitution en Islande. Ça vous dit que vous en avez entendu parler ? Oui. Rapidement, j'en dis 2 mots ou vous êtes tous... Non, je crois que tu peux développer un petit peu, oui. Donc, petit flashback, en 2008, grosse crise financière en Islande qui ne connaissait ni le chômage ni les manifestations, se retrouve avec un taux de chômage qui explose. Des Islandais qui, pour la première fois depuis l'indépendance du Danemark, se retrouvent dans la rue à militer et à demander la démission du gouvernement. Et surtout la réécriture de leur constitution pour 2 raisons. D'une part parce que c'était justement un copier-coller de la constitution danoise qui ne correspondait pas du tout aux spécificités du pays, et d'autre part parce qu'ils estimaient que leur constitution n'était pas suffisamment garante de principes démocratiques, notamment l'équilibre des pouvoirs, de la lutte contre la corruption et notamment de la préservation des ressources naturelles, puisque en fait, l'Islande, c'est une petite plateforme financière assise notamment sur l'industrie de la pêche, qui est très financiarisée dans le pays et qui avait abouti à un certain nombre de dérèglements financiers et donc à la crise qu'ils ont connue. Et donc, ils ont exigé de réécrire cette constitution parce qu'ils estimaient qu'elle était à l'origine des difficultés qui avaient traversé le pays, mais pas n'importe comment. Ils ont souhaité que ce soit les citoyens eux-mêmes qui prennent la plume de A à Z pour écrire cette constitution. Donc ça s'est passé en 3 étapes. Il y a eu d'abord une grande conférence citoyenne qui a été tirée au sort. Donc il y a eu d'abord 1500 Islandais qui venaient de tout le pays qui ont été tirés au sort, d'abord à l'initiative d'associations. Et ça a tellement bien marché que le gouvernement s'en est inspiré en disant « Ok, on va véritablement faire une assemblée constituante à laquelle on va donner un mandat, des moyens pour définir les règles fondamentales de cette constitution. » Donc pendant une journée, 1000 citoyens venus de tout le pays se sont réunis pour définir les grands principes constitutionnels de la nouvelle constitution en termes de valeurs, en termes d'équilibre des pouvoirs, avec une réflexion sur l'environnement aussi. Donc ils ont proposé par exemple la constitutionnalisation des biens communs pour préserver notamment dans les biens communs environnementaux des logiques d'accaparement privé, etc. Suite à ça, ils ont aussi décidé de la manière dont ils voulaient aboutir sur cette constitution, et notamment ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils voulaient qu'il y ait un mandat dans la durée pour des institutions. Donc à l'issue de ce travail, 25 citoyens ont été élus. Il y a eu près de 500 personnes qui se sont portées volontaires. La seule condition, c'était de ne pas avoir de mandat électif. Et donc c'était des gens qui avaient pu militer de différentes manières, mais en tout cas qui n'avaient pas d'intérêt à ce moment-là politique particulier. Donc il y avait des universitaires, des pasteurs, des instituteurs, enfin des différents types de qualifications, qui ont travaillé en relation avec un comité de constitutionnalistes qui les a alimentés sur le sujet, et aussi en proximité avec tout le reste de la population, puisque tous leurs travaux étaient diffusés en live, en ligne systématiquement. Il y avait également une plateforme où ils publiaient leurs travaux et où il était possible de proposer des amendements. Et pendant comme ça 5 mois, ils ont travaillé à l'écriture d'un nouveau texte qui a réformé notamment le code électoral, qui a instauré de nouveaux principes, par exemple le principe de référendum d'initiative citoyenne, qui a constitutionnalisé les biens communs, etc., qui a été soumis à référendum, puisque l'objectif c'était d'aller jusqu'au bout du processus, qui a été largement plébiscité par référendum, puisque 67% de la population s'est prononcée en faveur de cette nouvelle constitution, qui, et c'est la chute un petit peu triste de l'histoire, n'est pas aujourd'hui adoptée, d'où l'importance, évidemment, toujours de penser ces innovations démocratiques dans le cadre d'une inscription institutionnelle à un moment. Mais en tout cas, la Constitution actuelle nécessite qu'il y ait 2 votes successifs du Parlement, enfin de 2 parlements différents pour que la Constitution soit adoptée. Et aujourd'hui, elle est un petit peu enterrée malgré des changements un peu d'équilibre de pouvoir avec l'émergence d'un nouveau parti, le Parti pirate en Islande, etc. Donc, il y aura peut-être des débouchés pour cette Constitution qui est jugée comme une des constitutions les plus abouties aujourd'hui, modernes, par les constitutionnalistes qui ont étudié. Et dernier exemple, parce que c'est français, c'est la plateforme Parlement et Citoyens, qui a été là initiée par des acteurs de la société civile, c'est une association, qui propose aux députés de mettre en consultation leurs propositions de loi
pour élaborer de manière partagée un diagnostic sur le sujet qui est à traiter par la loi et surtout de coécrire les articles de la loi. Donc le député présente son analyse de la problématique, présente son texte initial avec un certain nombre d'articles et ensuite cette plateforme permet là aussi de commenter, d'amender, de voter, de proposer des sources, des références aussi pour alimenter le texte. L'objectif étant de faire une cartographie un peu partagée des différentes expériences, des différentes propositions qui peuvent exister. Et derrière aussi, et je trouve que ça c'est une dynamique intéressante, surtout quand on s'apprête à être plutôt dans l'opposition, de créer derrière le parlementaire quelque part un lobby citoyen de gens qui se sont engagés sur la problématique qui était proposée, qui ont proposé des solutions et qui ont contribué à l'élaboration du texte. Il y a une dizaine de textes qui sont passés par cette plateforme, dont des textes du gouvernement, notamment la loi République numérique qui avait été portée par Axel Lemaire, à laquelle 20 000 personnes ont contribué et qui a été entièrement réécrit à l'issue de cette consultation pour intégrer des amendements citoyens, dont certains sont vraiment des copier-coller d'amendements qui avaient été publiés sur cette plateforme. Donc voilà, sur la question précisément de la co-construction, parce qu'après il y a d'autres sujets qui sont aussi ceux de la transparence, de la traçabilité de la loi, qui intervient quand, à quel moment, parce que je pense qu'il ne faut peut-être pas oublier cette dimension-là. À mon sens, en tout cas moi, ce que j'attends de mon député, c'est bien sûr de pouvoir contribuer, mais c'est aussi avant tout qu'il soit quelque part une porte ouverte sur ce qui se passe au Parlement, au-delà de ses propres initiatives. Et je pense qu'il y a un champ assez énorme en France sur les questions de transparence de la vie publique, et en particulier législative, et de savoir qui contribue à quel moment à l'élaboration des textes. Voilà, donc il y a plein d'exemples en fait qu'on ne connaît pas, mais qui sont encore assez émergents, on en est à un début, mais voilà. Parce que la loi prévoit et a installé des conseils de développement, notamment pour les agglos et les collectivités de plus de 20 000 habitants. Nous, sur notre territoire, il y en a un. Il y a deux. Donc, soit le conseil de développement qui n'est composé que de gens de la société civile, donc non élus, désignés par collège, soit peut s'autosaisir, soit peut être saisi par la collectivité. On a deux sujets actuellement. Un sur les circuits courts, puisqu'on est en train de travailler à renforcer les circuits courts. Et bien, le président de la collectivité a décidé de saisir le conseil de développement pour voir quelle est la bonne méthode pour faire avancer ça. Et un autre sujet, c'est la mise en place d'un fonds de garantie associative, parce qu'on constate que les associations locales, qui sont des acteurs partenaires de la démocratie participative, ont de moins en moins de fonds, sont souvent des premières victimes de la réduction des moyens publics. Et donc le Conseil du développement s'est auto-saisi de cette question, de voir comment on pourrait imaginer la mise en place d'un fonds de garantie associative. Donc voilà, on peut en dire plus. Et un autre exemple, je suis sur le territoire qui est concerné par le site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Voilà, et il y a eu au moment du débat public une mise en place d'une conférence de citoyens qui ont été formés, c'est-à-dire qui ont un collectif de gens retirés au sort et volontaires, qui ont pendant 3 ou 4 week-ends eu une formation pour après rendre un avis. Un avis qui, contre toute attente, a quand même un peu changé les donnes du débat, et le débat qui n'est pas fini, qui n'est pas abouti, mais qui a quand même un peu ralenti le processus. Voilà. Il me semblait que la première étape de la démarche était déjà de susciter la participation des citoyens, dans la mesure où on n'est pas dans un dispositif national, qu'on n'a pas nécessairement des gros moyens techniques. Donc c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui adhèrent et qui participent à la chose. C'est bien de vouloir la démocratie participative, mais ça suppose qu'il y a un maximum de gens qui en soient. Qui soient intéressés par la démarche. Qui participent du coup à la démarche. À la démarche. Comment ramener toutes les couches de la société? Parce qu'on dit nous, les citoyens, on s'aperçoit que les citoyens qui s'engagent, ils ressemblent forcément à une certaine couche de la société, engagée, tout ça.
Et alors, peut-être que la couche la plus basse, elle a peut-être besoin, dans un premier temps, d'être représentée, soit par des associations, une assistante sociale, des éducateurs, qui vont faire remonter, et puis après, peut-être faire remonter des citoyens là-bas. Absolument. Mais j'ai peur qu'on touche encore, alors peut-être que ça va finir par rayonner, mais on touche encore qu'une catégorie de la population. Bon. Le problème, aujourd'hui, on l'a bien compris à travers les élections, en disant tous les ouvrages qui sortent et qui sont sortis, qu'il y avait une partie, et votre expérience de la ruralité doit être très intéressante, qui a décroché de tout ça. Et donc, si on leur parle d'assemblée, excuse-moi, mais bon. Alors, moi, je me disais, est-ce qu'il ne faut pas organiser, alors moi je l'ai fait dans mon travail associatif, organiser quelque chose extérieur. C'est-à-dire, je sais pas, se mettre à plusieurs dans une résidence, dans un jardin, et faire quelque chose qui se voit, qui soit visible, où celui qui passe s'arrête. Je l'ai fait, j'illustre mon propos, je l'ai fait dans une association qui est ludothèque et qui s'occupe des livres, que je viens d'intégrer parce que j'ai arrêté ma vie professionnelle et que maintenant j'essaye de faire autre chose. Et je me suis dit, on est caché, on ne se voit pas dans la cité dans laquelle on est. Et donc, on a raconté des contes dehors, dans le jardin. Des conteuses. Et on avait des enfants inscrits. Et des enfants de la cité sont venus, naturellement. Et alors, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Hein, parce que, voilà. Et c'est un peu l'idée qui me vient. Moi j'y crois. Enfin, quand je disais intriguer, voilà, c'est quelque chose. Si ça s'adresse à ceux qui sont OK sur tout, et continueront à être OK sur tout. Voilà, mais ça, à la limite, ça peut même être contre-productif, décrocher encore davantage les autres. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Alors, être dehors. C'est comment créer des événements à l'extérieur pour parler. Ah oui, mais oui, c'est être visible, mais de manière. Alors, c'est pas un meeting, si j'ose dire. Hein, bon, on n'est pas obligé de louer Bercy, mais c'est. Comment aller au-devant? Oui, de manière assez intéressante, de faire. Alors, après, légalement, il va y avoir des contraintes, c'est tout le problème. Je sais pas, voilà, des petites réunions dans le jardin en disant, bah, écoutez, on va parler, je suis votre député, très bien, je pense que c'est exemple, hein, oui. Voilà, un peu convivial, voilà, et écoutez, je me mets là, voilà, venez, asseyez-vous, il y a 2-3 jus d'orange, 2-3 gâteaux, parce qu'on a peut-être pas les bouches avec du vinaigre non plus, et puis voilà. Je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Juste pour rebondir, moi je m'étais fait, je me fais des films des fois, puis je dis, bah, tiens, je sors ma petite table devant chez moi, puis je mets un truc, et puis je prends l'apéro, où je discute avec un copain, et puis en fait les gens qui passent, on les prend, et puis on les emmène dans la discussion. Et effectivement, l'idée c'est comment est-ce qu'on emmène les gens naturellement, sans les forcer, alors parce qu'on voit bien, hein, pour recueillir 20 personnes, peut-être qu'on a fait 500 touches, hein, entre les publications internet, le mail, le papier, le tract, etc. Et on est 20, comme tu dis. Et il y a des gens avertis en plus, parce qu'on a des gens avertis, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas de machin. Oui, exactement. Voilà. Et comment est-ce qu'on crée des opportunités pour susciter ce discours, ce dialogue naturel public, un peu dans l'esprit, mais même c'est peut-être l'image qu'on en a, et ce n'était pas la réalité de l'époque, mais de l'agora ou de la place publique et de la discussion publique, comme il y avait à République. Hein. Quand il y a une nuit debout, c'était ça. Moi, je passais, c'est intéressant, je parle avec un tel, etc. Et le faire dans les communes, enfin, à une autre échelle. Je veux bien témoigner d'un exemple qui est un peu à l'inverse, mais qui part un peu de l'idée. On a sur le territoire une association d'éco-activités, et on n'est pas sur un territoire très très écolo, et on a voulu développer des éco-activités, et on a organisé pour cela des cafés clandestins, dont le principe est d'être ouvert à tous, et où on communique par Facebook, par affiche, par les mairies, et on donne juste un lieu de rendez-vous quelques jours avant et un mot. Mais on ne dit pas ce que ça va être. Donc on crée de la surprise, et ça peut être visite, je ne sais pas, une séance de greffe par exemple d'arbres. Ça peut être une séance autour de, on explique comment on distille. Enfin, c'est la mise en valeur de savoir-faire locaux traditionnels, mais qui sont prétextes à emmener du débat citoyen sur des sujets. Toujours, l'idée c'est on part d'une expérience très concrète et un peu amusante, mais qui débouche sur une problématique plus de la cité. Mais on a voulu créer de l'intrigue pour emmener, tout en disant que c'est quand même ouvert à tous, et en fait ça fonctionne pas mal. Voilà.
Ça veut dire c'est combien de personnes qui peuvent se joindre à des événements comme ça? Oh, c'est 20-30 personnes qui viennent et c'est une fois par mois en moyenne. Ah oui. C'est toujours la même tête? Non, Ça tourne? ça tourne. Et Il y a des petits comment on noyaux. touche des personnes Le bouche à oreille. qui sont pas, c'est le bouche à oreille? Pas en mal, fait. le bouche à oreille, les réseaux et le choix des. En fait, c'est pas mal le choix des thèmes. Par exemple, c'est une séance sur la taille, là où on visite, c'est le réseau des croqueurs de pommes, des vergers, enfin des gens. Il y a un atelier de transformation de jus de fruits collectif, donc ce réseau-là s'est mobilisé. Un autre jour, c'était autour de. Qu'est-ce qu'on a fait autour de construction de cabanes. Alors là, c'est un plus réseau d'artisans qui s'est mobilisé. Enfin voilà, l'idée c'est de toucher des réseaux différents. Mais ça diffuse petit à petit par le bouche à oreille. Mais clairement, c'est bien de miser sur l'intrigue et. Enfin, moi je crois que c'est comme le mot clandestin pour le coup qu'a donné. Ok, merci. Voilà. Juste pour réagir à ça a l'air bien pour attirer des gens, mais une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu le sujet de la réunion et puis qu'après qu'on veut les emmener sur autre chose, est-ce qu'ils acceptent tout ça ou est-ce qu'ils s'en vont ou est-ce qu'ils ont l'impression de s'être fait avoir? Non, ils ont pas, parce qu'en fait c'est quand même organisé par une association qui vise à développer des éco-activités sur l'ensemble du territoire. Et ça a été créé pour emmener les gens à aller plus loin. Alors tout le monde n'y va pas, il y a de la déperdition, mais n'empêche que quand même, ça a été un excellent moyen de renouveler les gens qui participent et même qui sont au conseil d'administration de l'association et qui s'impliquent dans des groupes de travail de l'association. Ça nous a vraiment permis de toucher des réseaux nouveaux. Si on peut mener ce type de démarche sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle loi. Alors ça rejoint peut-être un peu la difficulté à comprendre les lois, mais aussi, je prends un exemple très simple. Je comprends ce que tu veux expliquer sur la loi portée par Axel Lemaire sur le numérique. Mais par exemple, la loi travail, est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de choses sur une loi comme ça? Et j'ai un peu plus de mal à comprendre comment ça pourrait fonctionner. D'accord. Voilà. Ça questionne. Il faut prendre des bouts. On va en débattre sur un C'est intéressant cette modulation, Françoise, parce que démarche collective, démarche participative, ça ne veut pas dire que ceux qui participent font tout. Ce que je veux dire par là, c'est que sur une loi, par exemple, travail, il y a les partenaires sociaux, il y a le législateur. Donc, on ne va pas demander forcément aux citoyens d'écrire la loi travail, parce que ça prendrait un peu des plombes, quoi. Et on n'y arriverait pas. La Constitution peut-être, mais bon. Mais je suis pas sûr que ce soit ça la participation. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut dégager des problèmes. Enfin, de la participation, on peut dégager des problématiques, des limites, des bornes, des souhaits, etc. Et ensuite, il y a des partenaires sociaux, il y a des législateurs qui vont venir derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément tout le monde fait tout, quoi. Il y a des domaines où c'est la géométrie variable, quoi, d'une certaine manière. Il me semble que ça, il faut l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de participation. Ça veut dire qu'on explique que la participation peut être à géométrie variable sur certains. Voilà. Les travailleurs ou les chômeurs, ils peuvent remonter leur situation déjà. Et si c'était écouté, peut-être qu'on apporterait des vraies solutions à leurs problèmes. Donc, alors que si c'est des technocrates qui inventent les solutions, qui légifèrent, pour l'instant, on voit ce que ça donne, ça ne fait pas vraiment chuter le chômage. Donc, voilà. L'idée, c'est de tirer au sort les membres de cette assemblée constitutive, justement. On s'adresse nécessairement, enfin, j'ose espérer statistiquement, à des gens qui ne sont pas forcément intéressés à la chose politique, sachant de la chose politique. Et donc, par la technique du tirage au sort, je pense qu'on peut être amené à intéresser des gens qui sont possiblement complètement déconnectés de la vie politique. Donc ça peut être une solution. Et sinon aussi, par rapport à ce que tu dis, Alain, David Van Reybrouck, donc cet historien belge, a mené une expérience de co-construction en Belgique où justement les citoyens étaient rassemblés à un endroit
en cercle, comme ça, et il y avait à côté des tables avec des sachants, avec des experts. Et donc, auprès de qui ces citoyens pouvaient aller s'informer et se former. Et ça peut être là le rôle des syndicats, justement, des corps intermédiaires, qui ont pour moi un rôle très très important dans la vie politique, et qui peut être justement d'apporter cette formation auprès des citoyens. Et voilà, ça c'est ce qu'a fait David Van Rebo donc en Belgique, avec un mouvement qui s'appelait le G1000, g1000.org. Les gens que tu tires au sort, c'est des volontaires ou c'est des gens à tout hasard? Non, ils sont dans l'annuaire. Ah oui. D'accord. Moi Moi j'ai rebondi par rapport à ça, c'est l'entourage pur et dur. Donc peut-être qu'on est dans un groupe des gens qui n'ont pas envie de partager. Moi j'ai fait un petit mixte où tu fais au moins 3/4 des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose et qui tirent au sort ces personnes-là, et un quart des gens qui ne savent pas. Et la dynamique du groupe, peut-être ça va motiver ces petits groupes qui ne veulent pas à faire quelque chose, mais l'objectif c'est de créer quelque chose. Donc ça, si on suit le fonctionnement de ces intelligences collectives, il faut aussi se faire plaisir, il faut avoir envie de le faire. En créativité, le choix du groupe est vachement important dans sa composition, sa variété, sa couverture, la complémentarité des individus. Nous, on en a fait pas mal un certain temps, j'espère qu'on continue. Il y avait certains groupes, même avec le professeur, ça ne marchait pas parce que soit il n'y avait pas la compétence, soit pas la motivation. Et donc, je comprends bien en plus, on ne devient pas compétent en discutant un quart d'heure avec un expert, à mon avis. Enfin, en tout cas, pas pour faire des voitures. Et après, tout le monde a quelque chose à dire. Donc, c'est entre le diagnostic et puis être force de proposition et puis être capable de rédiger. Voilà, il fait un peu de tout, mais moi, j'aime bien l'idée du mix. Moi, ça me plaît. Et j'aime bien aussi l'idée d'un mix qui n'est pas forcément réduit en nombre, mais par contre qui respecte certains équilibres. Peut-être, c'est quelque chose qui peut croître, alors qui est peut-être limité en taille ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, qui peut fonctionner aussi par cooptation, c'est-à-dire qu'on peut inviter des gens, enfin, quelque chose d'assez libre et ouvert, avec quelques règles, pour quand même être sûr d'avoir un fonctionnement comme un écosystème, évidemment, qui va bien s'équilibrer, quoi. Donc le tirage au sort, parce que là on va chercher des gens qu'on va jamais avoir autrement, mais il ne faut pas qu'ils se sentent punis, enfin voilà, donc il faut trouver la façon de les intégrer avec d'autres, avec des contreparties, j'en sais rien. Non, c'est le truc que j'ai en tête depuis longtemps et que j'ai jamais monté, que je ne monterai jamais. On a à peu près 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et tous les chômeurs ne sont pas égaux entre eux, et en qualification, en compétences, en expérience, etc. Et en proximité réseau. D'accord ? Pas proximité réseau numérique, hein, réseau. Voilà. Et donc le truc que j'ai en tête depuis longtemps, et que je n'arrive pas à un truc, mais qui rejoint tout ça, en tout cas si ça ne le rejoint pas, je vais le faire rentrer dedans comme ça. Je me donne l'illusion que ça rentre, quoi. C'est que sur un territoire donné, sur une ville, on pourrait imaginer des gens qui sont professionnels, qui travaillent, hein, des associations, des entreprises, des administrations, etc., et qui soient en quelque sorte un peu des référents métiers ou secteurs pour des demandeurs d'emploi. Autrement dit, un demandeur d'emploi qui s'intéresse à la fabrication des voitures chez Renault, tu te mets sur ce truc-là, et voilà, je voulais expliquer que voilà, il a, pourquoi pas, il a un profil qui est intéressant, ou au contraire que c'est même pas la peine qu'il y pense, ou éventuellement le mettre en relation avec des gens qui, etc. Du coup, le lien avec le sujet qui est là. Oui, c'est là que je vais essayer d'inventer un truc pour que ça rentre. Quand on passe sur le pub, il faut essayer de... Non, c'est que je pense que sur
sur la question de co-construire, c'est une comment dire, c'est une réponse directe. C'est-à-dire qu'on ne propose pas des trucs pour réduire le chômage, on s'associe pour le réduire nous-mêmes. C'est une réduction, c'est une réduction solidaire du chômage. On ne reste pas du parrainage, c'est plus une mise en réseau, du contact, etc. Mais l'idée, c'est de mettre des gens qui travaillent en lien avec les demandeurs d'emploi. Mais je m'étais fait la réflexion, si chaque travailleur faisait un effort pour essayer de donner une chance à quelqu'un, le chômage à la zombie. Ok. Là, juste là-dessus, il y a peut-être, je ne sais pas si vous connaissez l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage. Ouais, ça me dit. Je les connais bien, Solidarité, je travaille avec eux. D'accord. Je les connais très bien. Il y a un petit peu de ça. Non, c'est pas ça. Non, justement, c'est pas d'accompagner les chômeurs. C'est juste quelque chose de très beaucoup plus réduit que ça. C'est juste une mise en contact. Un demandeur d'emploi est inégal par rapport à notre demandeur d'emploi en termes de connaissances, de réseau, etc. D'accord ? Donc un demandeur d'emploi qui est paumé parce qu'il voudrait travailler chez Renault, il ne connaît personne chez Renault, il ne sait pas à qui s'adresser, etc. Il n'y a que les annonces de Renault. Donc voilà, il rencontre des gens de chez Renault qui lui disent voilà, écoute, si tu veux travailler chez nous, tu peux travailler là, là et là, mais il faut que ta démarche soit qui comme ça. À la limite, ça peut être un rendez-vous, 2 rendez-vous, tout ça, c'est différent de SNC. Oui. Il faut ouvrir ses portes. C'est pour donner du conseil, c'est pour donner de l'information, c'est pour enrichir une démarche, etc. Et par exemple, on travaille sur la thématique du logement. Eh ben, on va prendre un bailleur, un locataire, un qui n'est pas logé, Emmaüs, un représentant de chaque dans la thématique. Quoi. On demandait comment on allait faire un peu de transparence entre l'action et les propositions du député, mais actuellement il y a déjà beaucoup de choses, on ne part pas de rien. Je veux dire que moi je reçois des mails, des courriers de députés, de sénateurs, etc. Donc ça existe déjà. Facebook, le courrier postal. Enfin bon, il n'y a rien de neuf, c'est juste pour dire qu'il y a déjà des choses qui existent. On peut certainement développer avec des choses plus intéressantes, mais j'avais pensé au Dazibao, etc. Mais bon, c'est peut-être pas intéressant. Et un autre truc, sur la co-construction, effectivement, on peut demander à des citoyens de venir et puis d'exprimer leurs désirs, leurs problèmes, etc. Mais comment faire ça sans, quelque part, risquer de tomber dans la démagogie et d'adhérer à toutes les petites causes de quartier et tout. Enfin, je veux dire que localement, nous, on a vu au niveau du PSREL, parfois, on a reçu un peu des demandes contre la construction d'un immeuble dans un quartier de pavillon, des trucs comme ça. Bon, ça va pas forcément dans le bon sens. Il faut comment résister à cette démagogie. En amont, peut-être sur la posture du député. J'avais mis bienveillance, transparence, silence, mais je pense que sur la question de la transparence, c'est plus que faire la lettre du député où on choisit de quoi on parle. C'est d'arriver à retracer quasiment toutes les activités, c'est presque d'être dans l'exhaustivité pour montrer de la moindre réunion et d'être capable d'expliquer toutes ces décisions et ces votes. Et je ne suis pas dans le mandat impératif, c'est-à-dire pas forcément de demander avant l'avis, mais par contre d'être capable de les expliquer. Enfin, je pense, bon voilà. Et bon, la bienveillance a été expliquée et j'ai mis silence aussi parce que la capacité d'écoute. Et ça, je trouve que c'est un travail très personnel et très presque intime entre le député et ça, dans la façon d'être. Et ça nécessite une réflexion je crois que ça amène beaucoup au fait que les gens participent ou pas, à la mise en confiance, et cette réflexion-là, il faut aussi qu'elle ait lieu. Dans les Hauts-de-Vent, les gens, dans les lieux de leur vie quotidienne, que ce soit des lieux, voilà, vous avez parlé de bibliothèque, mais ça peut être le marché. Moi, j'avais entendu des témoignages pour des préparations d'éco-quartiers, bon, pas de ZAC, mais d'éco-quartiers, on va dire, ou quand il y avait un besoin d'installation dans je crois que c'était vers Rennes, un compostage collectif dans des quartiers, pas dans des résidences, mais dans des quartiers. Et ils allaient au-devant des gens sur le marché, ils prenaient un stand de marché
et ils expliquaient aux gens comment ça allait se passer. Voilà, c'était presque une mini-réunion pendant que les gens faisaient leurs courses, quoi. Marché ou dans des rues commerçantes, enfin. Et bon, ça avait l'air pour les objectifs précis d'urbanisme, ça avait l'air de marcher. Ou en tout cas, les gens avaient entendu qu'on leur demandait leur avis et ils avaient vu qu'on allait au-devant d'eux. Donc ils se sentaient un petit peu plus respectés. Bon, ça peut être... ça c'est dans la zone de bienveillance, quoi. Moi, sur le tirage au sort de l'Assemblée de circonscription, bon, même si j'avoue que j'ai un doute sur quel doit être le lien entre un député quand même national et les électeurs de sa circon, ça c'est une autre question. Je rajouterais bien en tout cas la question de la réserve parlementaire là-dedans, parce qu'il y a quelques expériences où des députés allouent leur réserve parlementaire à travers un jury de citoyens tirés au sort sur leur circo, parce que voilà, on sait que c'est un outil de clientélisme important, potentiellement en tout cas. Tu achètes les concitoyens. Donc du coup ils contournent ça, enfin ils évitent ça en voilà. Avec, je rajoute ça dans cette question. Pas mal ça. Nous, on était le groupe, comment on va au-devant des citoyens, alors d'une façon plus générale, c'est-à-dire dans le cadre de la campagne, mais aussi plus généralement dans le cadre de notre vie politique, sur la durée. Donc on a parlé aussi du porte-à-porte, à faire du porte-à-porte donc en période électorale, mais aussi en période non électorale, pour convaincre pour discuter, pour dialoguer avec, éventuellement convaincre les citoyens avec qui on est en discussion. Organiser effectivement des réunions, des happenings, comme Annie décrivait, dans un quartier, c'est-à-dire on arrive, on distribue la veille un tract en disant, dans la boîte aux lettres, en disant on sera le lendemain à tel endroit, donc on s'installe et les gens peuvent venir discuter. Alors, soit on est très vague, là-dessus soit on est très vague sur le thème, venez nous voir, soit on vient avec un thème. Avec le problème du thème, c'est que si la personne n'est pas intéressée par le thème, elle ne va pas descendre. Alors que si c'est venez nous voir, venez discuter, ça peut peut-être être plus incitatif. Je pense que ce qu'on disait aussi, c'était important que ces réunions servent à former le jugement des citoyens. C'est-à-dire on veut aller au-delà des contingences locales, des crottes de chiens ou des logements qui vont venir se construire à côté de chez nous. Donc faire venir des gens qui savent, des experts pour former le jugement des citoyens à cette occasion. J'ai bien repris l'idée du café clandestin de Patricia, donc effectivement susciter l'intérêt par par un peu de l'inconnu, ou ça peut être intéressant. Alors ça c'est des choses qu'on a essayé de faire, qu'on fait, dessiner des bars avec des témoins locaux et des témoins extérieurs aussi, qui permettent de sortir des contextes locaux et de montrer que des choses peuvent se faire aussi à l'extérieur. Et s'appuyer aussi sur les associations, donc pour relayer notre action, c'est-à-dire demander aux associations de dire venez aussi et faites, venez aussi témoigner au nom de vos membres. Et enfin, dernier point, c'est que si on lance une action d'aller au-devant des citoyens, c'est de choisir une action et de s'y tenir. On se dit, on va installer une table devant la médiathèque, on y va tous les 15 jours et on fait ça tous les 15 jours sur la durée. Parce qu'au début, il n'y aura personne. Et puis au bout d'un moment, les gens ils vont se dire, tiens, s'ils sont là, ils reviennent. Et donc là, et tout ça avec comme finalité de dire aux gens, voilà, on est là, si on est là, c'est pour vous interpeller, mais l'objectif, c'est après de vous faire venir dans des espaces où on va co-construire. Petit à petit, tu les apprivoises. Voilà, exactement. On veut gagner. Et donc, grosso modo, on se dit que aujourd'hui,
notre atout, parce que c'est vrai que beaucoup de choses, enfin les stratégies électorales décident à un autre propos, c'est avant tout notre énergie, notre créativité, notre capacité à parler aux gens, à transmettre nos messages. Et donc on a eu plusieurs idées, je vous les donne un peu en vrac. Je vous l'ai dit tout, hein. C'est rapide. Organiser une campagne de phoning à partir du bottin avec un travail sur les éléments de langage, évidemment, les argumentaires. Ça va aller crescendo. Hein. Évidemment, continuer l'action locale, être présent sur les marchés, etc. Faire du porte-à-porte, notamment dans les quartiers où en fait on ne va pas et personne ne va. Créer une vidéo qui explique notre projet assez courte, un peu décalée, qui puisse devenir virale. Avoir un meilleur usage des réseaux sociaux avec des messages plus courts, plus visuels, qui soient adaptés aux réseaux sociaux. C'est pas le texte qui est adapté aux réseaux sociaux. Et on se disait notamment faire une campagne avec un thème tous les X jours essentiels de la campagne, autour par exemple d'affiches de films détournés. Je donnais l'exemple, on avait fait ça pour la campagne nationale de Hamon. Et par exemple on avait fait une affiche avec l'affiche de Star Wars, où on avait mis le revenu universel, la sécurité sociale contre-attaque, et ça, enfin voilà, des trucs comme ça un peu décalés, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ils vont pas partager la tête de Vincent Ploisa 10 000 fois sur leur page Facebook, quoi. Enfin, ils vont le faire peut-être une fois, mais ils vont pas le faire 10 000 fois. Voilà, des mails thématiques à tous les acteurs associatifs locaux, tous les leaders d'opinion entre guillemets un peu locales pour parler du projet. Et enfin... Et des mails individualisés. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut faire des mass mails, mais en fait on raconte un truc un peu homogène pour tout le monde. Et en fait si on connaît des gens, et on peut aussi les inviter à transmettre eux-mêmes un message positif, c'est-à-dire qu'on connaît les gens, on les attaque sur un sujet, solidarité, la bouffe, le logement, ce qu'on veut, et on leur dit, bah voilà, et c'est pour ça que moi je soutiens Vincent, et essaye de diffuser autour de toi. Et créer cette viralité par les réseaux, par les mails, par le bouche-à-oreille, par le porte-à-porte, par tractage, trouver, mais toujours essayer d'engager la personne à aller vers son propre réseau. Et enfin, on voudrait vous proposer tous ensemble une opération très spéciale, ma ligne de buzz. L'idée, c'est pendant une journée d'aller vraiment sur le terrain, à la rencontre des habitants, dans le bus, mais aussi de faire une opération autostop, enfin stop, en invitant la presse pour aller vraiment en proximité, parler avec les gens, et à chaque fois qu'on s'arrête, quelque part, organiser un espèce de stand-up, se mettre là où on est, que ce soit sur un rond-point, une place publique, un jardin, etc., pour aller parler aux gens. Et avec des petites séquences Facebook Live pour que d'autres puissent assister à l'expérience et qu'on puisse ensuite repartager le candidat et son équipe qui vont à la rencontre des électeurs. Voilà. On considère quand même que, l'emploi c'est aussi notre affaire, quoi. Ouais. Non mais on ne peut pas le déléguer, on ne peut pas... Ça fait partie de la solidarité. Bingo, bingo, bingo. Voilà. Je me bigote. Voilà. Bon, après ça suppose ça suppose une ingénierie très, très précise. On a parlé du café emploi aussi. C'est-à-dire, parce qu'on pense à de l'internet, pour faire ça, etc. Mais on peut faire aussi des choses plus conviviales. Des professionnels qui vont dire, bon voilà, moi je veux bien venir donner des conseils à des demandeurs d'emploi, et des demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en fonction des métiers, des secteurs, des professionnels. Ça pourrait commencer par ça. L'idée aussi, c'est que non seulement c'est notre affaire, mais en plus, ça crée du réseau social. Et même pas que le réseau pour l'emploi, mais déjà, tu disais, je ne sais plus qui disait, que les gens n'étaient pas égaux par rapport à ça, et donc déjà, ça les remet sur un pied d'égalité en tant que citoyen, autour d'un verre, et après, c'est le premier pas vers un job, quoi. C'est peut-être une opportunité qui est créée là. À minimum, c'est un petit peu d'estime, quoi. C'est du job en plus, ça serait plus. Ouais.
Oui, mais Alors, avec des recruteurs. Avec des recruteurs. Là, on est... Et là, c'est des Là, citoyens. il y a des emplois où... Ah oui, non, non, c'est... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est du de l'aide au positionnement, de l'aide au conseil, à l'orientation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prêter ta tondeuse en participatif, tu peux faire échanger, tu peux faire du covoiturage, tu peux faire plein de trucs. Mais en fait, pas des conseils d'emploi. C'est la même chose. C'est de provoquer par des échanges citoyens cette opportunité-là pour ce service qui est une préoccupation. Devant nous, c'est la posture. Alors, du député. Voilà, du député, oui, oui. Une cravate. Alors, on n'a pas parlé de ça. Ça pourrait être aussi une jupe. Alors, dingue. Ah oui, pour l'instant, c'est une alors, il faut qu'il soit visible et accessible. Donc, il faut qu'il souhaite être accessible. Ça, c'est une nuance importante. Et ainsi, il rencontre les gens parce qu'il a envie de les rencontrer. On a fait une différence entre la ville et la campagne, l'idée étant qu'à la ville, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on a moins envie de voir nos députés. Mais bon, non, mais c'est qu'on ne le connaît pas et on ne cherche pas à le connaître. Voilà. Alors sur l'idée de la transparence, on a eu la proposition suivante, c'est de rendre compte de son action de manière régulière, avec pédagogie, par une réunion régulière où il inviterait tout le monde, enfin ceux qui veulent savoir, en tous les cas, tous les 3 mois. Voilà. C'est fini, la fête est finie, comme dit Mélenchon, parce que ces gens-là sont payés, on ne sait pas pourquoi. Alors donc, ils viennent rendre compte tous les 3 mois de où ils en sont, aux citoyens, pour le coup. Ceux qui veulent venir, circo. Ah oui, oui, il rend compte de son mandat, de où il en est dans les fameuses voix dont on parle, dans les réunions qu'il a eues, dans voilà, combien de fois il est allé. Il rend compte du boulot qu'il fait, comme n'importe qui dans une entreprise. Voilà. Donc ça, c'est... Ensuite, alors on a dit être à l'écoute active, on a repris un peu ça, mais alors sans démagogie. Il faut, alors là pour le coup, une vraie honnêteté intellectuelle. Comment faut pas l'écouter. C'est des blagues. Possible, alors, enfin, en étant très honnête sur le possible ou l'impossible. C'est là où moi je suis toujours méfiante par rapport, et mes amis ici présents aussi, par rapport à la démago. Bon, ça serait d'une cruauté terrible pour des gens à qui on vend tout un tas de trucs. Et, bon, ça, je trouve que ce serait le plus cynique de l'histoire. Donc, une vraie honnêteté. Et enfin, et ça c'est en politique, moi je trouve ça bien, et c'est peu fait, et certains l'ont fait. Je ne regarde pas comme ça. Mais si, je te regarde, je parle sous ton contrôle, parce que tu vas me taper. C'est un effet d'horizon, c'est-à-dire on parle toujours, enfin, souvent du court et du moyen terme et rarement du long terme. Voilà. Et ça fait partie de l'honnêteté. On ne dit pas je sors du nucléaire demain matin, il n'y a aucun problème, on ferme toutes les centrales et ça va baigner dans l'huile. C'est pas vrai. Voilà. Je dis ça sur le côté écolo, puisque tu vis de cette... D'accord. Voilà. C'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'effet d'horizon. Quelqu'un peut comprendre qu'on dise dans 40 ans on aura réglé le problème. Et je trouve que ça apaise et ça rassure. Voilà. Merci. Et il nous reste un livre sur le diagnostic. Oui, c'est ça, le diagnostic. En fait, on a parlé du besoin que peut exprimer la population locale, ces besoins. Et en fait, la question a tourné assez court parce qu'on s'est dit, et on s'est basé un peu sur notre expérience, c'est que quand on a l'occasion de croiser des citoyens et de parler un peu politique, en fait, quand on tracte ou même quand je remplis des boîtes aux lettres, là, des fois je croise des gens, et à ce moment-là ils m'interpellent, et ils disent « Ah ben qu'est-ce que vous pouvez faire pour le sens de la circulation, il faudrait qu'il ne passe pas dans ma rue » ou alors un de ceux que j'ai vu récemment, c'est les dealers sur la place, là il y en a marre, il faut que vous nous débarrassiez de ça. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est des sujets sur lesquels, qui sont soit bien trop des petites querelles de riverains ou de choses comme ça, et qui ne sont pas à la hauteur du député, ou alors pour les dealers, etc. Il y a déjà des lois, il faut les appliquer, c'est tout, et c'est à l'initiative du maire, enfin bref, ou de la police, mais c'est pas un député qui va faire une grande chose. Donc, tu as mis une couche sur Ollier au passage je m'arrange pour ça, ouais, en général. Bon, là, je ne l'ai pas noté. Et en fait, on se disait qu'il serait plus intéressant
que les gens puissent s'exprimer sur des lois qui sont en cours de niveau. On avait pris par exemple la loi travail, on pourrait, avec des gens qui sont tirés au sort, donc on rejoint un peu les sujets des autres, leur demander ce qu'ils pensent de certaines mesures qui sont en débat, qui font le sujet de la presse, quoi. Bon, voilà, ça c'est un exemple. Et en fait, plus globalement, on se dit que plutôt que de laisser venir des gens parler de leur quotidien, même si ce serait intéressant, mais on risque vraiment d'avoir que des sujets de riverains, quoi. Il faut que l'initiative du débat vienne du député. Malheureusement, parce qu'on ne voit pas trop comment on peut faire autrement. Et qui vienne du député et qui, par contre, qui reste ouvert à d'autres sujets qui pourraient arriver ces jours-là. Si le sujet qu'il apporte débouche sur autre chose de local, elle va en tenir compte. Voilà, c'est tout. C'est pas grand-chose comme idée. C'était évoqué aussi dans la discussion, c'est le côté du timing et du rythme des lois. Et en fait, on discute la loi, mais elle est déjà en discussion, elle est déjà passée une fois à l'Assemblée, machin, etc. Et donc on est toujours en décalage, et c'est trop tard. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une vraie vision de ce qui... J'ai posé la question là, sur les pages des groupes fermés, parce que je me dis, c'est ça aussi une solution pour amener vraiment sur quelque chose de concret les gens à discuter et à préparer, à contribuer dans l'esprit aussi Parlement citoyen, où on fait les choses bien en amont. Et ben c'est de dire, mais finalement, c'est quoi les lois du quinquennat, de quoi on va parler, et de créer, donc, comme tu dis, par exemple, des débats pour dire, vous savez, dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 1 an, ça va être au cœur. Et ça se prépare, et on le travaille avec les associatifs, on travaille avec des débats que tu provoques comme tu exposes, mais tu anticipes. Sinon, on est toujours, voilà, on voit la cantine bio, on court après des pétitions, et puis ça passe une fois, ça va, mais en fait, il faut travailler un soutien de fond, et puis aussi une tactique d'accompagnement. C'est pour ça que l'initiative Parlement citoyen, c'est vraiment, à mon sens, un des exemples typiques et concrets d'une vraie révolution démocratique, parce que là, le citoyen, il participe, il co-construit, voilà, et finalement, le député n'est qu'un véhicule à la fin, parce que le citoyen a construit tout. Donc, comment... Le député qui arbitre à la fin. Il arbitre, mais comme ça s'est fait de manière... Si tu veux, ça a été préparé. S'il commence à dire non à un truc qui a été bien construit, bien pensé par des groupes de citoyens, donc l'intelligence collective, il y a un moment, il peut dire, non, c'est moi le député, je vote contre. Il n'est pas sûr de repasser. Donc entre le modèle un petit peu, voilà, comment on mobilise et le modèle hyper avant-gardiste où vraiment là on a tous les outils, comment on fait rejoindre les deux approches, quoi. Moi, je voulais rajouter une idée. Alors, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais je suis par ailleurs soutien d'une candidature législative. Il y a quelque chose pour la campagne immédiate qu'on fait qui fonctionne quand même assez bien, c'est la newsletter, mais à condition que ce soit tous les 2 jours, qui inonde les réseaux, et très le chiffre du jour, la citation du jour, très avec un côté un peu ludique et un côté qui parle de sujets du député ou enfin de la campagne en question. C'est en général super apprécié. Mais il faut le faire, quoi. Mais il y a une base de contacts tous les 2 jours. Voilà. J'ai une base de 400. Parce qu'après les gens ils la rediffusent, enfin ça percole pas mal. Voilà. Nous on fait ça, toutes les campagnes qu'on fait, on adapte et notre groupe est réputé pour ces newsletters qui sont appréciés. Après faut pas spammer les gens non plus. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'en utilisant plusieurs outils, tu croises sans trop toujours alourdir le même réseau. Donc, voilà, quel est votre ressenti de la réunion et comment vous vous projetez vers l'avenir? Vas-y, Elisa. Moi je trouve que comme toujours en peu de temps, je trouve qu'il y a toujours des choses intéressantes et qui sortent un peu du cadre, qui émergent de ces réunions, de par le fait que c'est des gens qui ont des compétences, des parcours, des âges, etc. différents, des pratiques politiques, là en l'occurrence différents, et je trouve que c'est assez riche, et moi j'ai pas vu le temps passer. Et moi sur les actions,
je pense à 3 choses. Je pense qu'il faut faire un vrai plan de com réseaux sociaux. Je pense que c'est un des outils à mieux utiliser, à activer, en se posant 2 minutes en se disant quelle est la régularité des posts, pour dire quoi. Enfin, je pense qu'il faut alterner des réactions à l'actualité pour te positionner dans le champ politique. Des choses un peu originales, créatives, par exemple des affiches de films détournés, mais c'est ce dont on a discuté, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, et des annonces un peu structurantes sur les thèmes de la campagne. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi j'aimerais bien vous inviter à ce qu'on imagine cette journée maligne de buzz, où on imagine un truc voilà, vraiment marrant aussi, parce que je pense qu'il faut... Enfin, moi, mon sentiment, et c'est aussi à mon avis ce qui a fait le succès de En Marche, ce qui a fait le succès de la France Insoumise, c'est qu'il faut renouer avec une part de plaisir en politique. Enfin, voilà, la politique, ça peut pas être juste du sacrificiel, on est d'un petit groupe de militants et en fait, ça prend toute notre place dans l'agenda. Enfin, voilà, faire un truc un peu marrant aussi ensemble, qui montrera que nous, on s'amuse et qui donnera peut-être envie à d'autres gens aussi de participer à cette aventure. Je pense que ça peut donner un ton différent à la campagne, en tout cas poser des bases aussi pour l'avenir. Donc moi je pense qu'il y a un truc à imaginer sur une journée, en plus là c'est le printemps, l'été il fait beau, où on va dans les bus, où on parle aux gens de manière un peu décalée, etc. Et ça peut être tes arrêts de bus, ça peut être dans les bus, ça peut être covoiturage, il y a plusieurs... et en plus, puisqu'on a des lignes qui traversent les trois villes, donc il y a des choses qu'on peut imaginer. Il y a Parlement et Citoyens qui est en train de faire une campagne là, pour inviter les parlementaires, enfin les candidats aux législatives à s'inscrire dans la communauté et à s'engager à co-construire la loi. Je pense que... Je me suis inscrit. Voilà, que tu t'inscrives et que surtout tu fasses J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit ? Parlement et citoyen. Ça s'appelle comment ? Parlement citoyen. Parlement et citoyen. Et citoyen, c'est un site. C'est quoi ? C'est un move ? C'est un quoi ? C'est quand ? Site internet ? Oui. C'est une association. Plateforme en fait. C'est une association qui a développé une plateforme en ligne, dont on parlait tous les deux tout à l'heure, qui permet donc de mettre en consultation le projet de loi, enfin le texte. La proposition de loi du parlementaire et de co-construire les amendements, les articles, etc. avec les citoyens et avec une fonctionnalité aussi qui s'appelle, je crois, la boîte à idées, qui permet à des citoyens spontanément de proposer des sujets et aux parlementaires de la communauté de s'en ressaisir pour en faire une proposition qu'ils vont porter ensuite à l'Assemblée. Mais c'est des parlementaires de tout parti, de tout bord, d'accord. Ouais, c'est un outil en fait à disposition des parlementaires. Ah oui, c'est qu'un outil. Voilà, donc adhérer et surtout le faire savoir, je pense qu'il y a ça peut être un support pour faire une petite communication un peu spécifique sur un des thèmes du coup de ta campagne. Voilà. Moi, ce que j'aimerais en conclusion, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été soulevées, qui ont été mises autour de la table, au cercle, au centre de ce cercle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à vous aussi de proposer des choses. Moi, je suis en gros disponible pour mener ces actions avec vous. Donc, proposez-moi des choses, fixez-moi des rendez-vous, envoyez-moi des propositions de mails, d'actions, et je suis à votre disposition pour mener ces actions avec vous. Voilà, merci. Proposition d'action, dîner chez l'habitant. Donc inviter des amis, puis il vient débattre des idées, asseoir, boire un apéro. Absolument. Donc je compte sur vous. Merci d'être venu ce soir. Merci. Moi je pense qu'il n'y a que sur ça qu'on va pouvoir se débattre.